Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello Déborah, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Les Sentiers des Possibles. Comment vas-tu ? Salut Alexandra, merci beaucoup pour l'accueil, ça va super bien. Et toi ? Ouais, super bien aussi. Puis en plus, on va avoir, je pense, un épisode ultra inspirant. Déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, au fait, qui es-tu, Déborah Hamon ? Oui, alors donc moi c'est Déborah, je suis une maman d'un enfant de 7 ans, je suis expatriée au Canada, donc proche de Montréal depuis 6 ans. J'ai la citoyenneté canadienne maintenant et je suis aussi entrepreneur. J'ai créé mon agence de marketing spécialisée dans la publicité Google Ads et les stratégies d'acquisition. Et puis sinon, au quotidien, j'adore énormément le sport, la danse, les bons petits plats, tout ce qui nous fait du bien au quotidien. Donc, ma passion, c'est tout simplement le bien-être au quotidien. C'est ça. Génial. C'est les sujets qu'on adore parler ici, le bien-être au Voilà. quotidien. Je commence souvent par cette question. Aujourd'hui, justement, si tu devais mettre une note sur ton niveau de sens dans ta vie, de 1 à 10, à quel point ta vie a du sens ? Aujourd'hui, on n'est pas trop mal. On est à 9 sur 10, je te dirais. Ouais. Ah, super. C'est quoi le petit truc qui manque pour arriver à 10 ? Tu le connais ? Oh, je pense que c'est plus dans une optique de se laisser encore une petite marge pour aller s'améliorer, pour laisser aussi l'opportunité d'évoluer, parce qu'aujourd'hui, je comble mes besoins, mes envies, mais peut-être que demain ce sera d'autres envies aussi. Donc ça me laisse une petite marge d'évolution. C'est ça. Mais en vrai, si on se focalisait juste sur le jour d'aujourd'hui, tu serais à 10 sur 10 du coup ? Ouais. Aujourd'hui, ouais. Ah, C'est fou, trop bien. mais oui, vraiment. Je suis vraiment sereine avec ce chiffre. Ah, c'est Ouais. trop cool. T'es la première sur le podcast à me donner la note de 10 sur 10, donc je suis trop contente. Est-ce que Faut ça en a profiter. toujours été comme ça ? Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Je suis partie de très très loin. J'ai monté l'échelle. Sur ces 15 dernières années, il y a eu un long processus. Je sais pas si j'irai jusqu'à 0 parce que je pense pas. Il y a toujours pire dans la vie et il y a des choses, j'allais dire plus graves entre guillemets, mais en tout cas intérieurement, c'était très très bas. On est peut-être à 1 ou 2 sur 10. Donc voilà, ça n'a pas été tout rose et c'était plus, on va dire. Adolescence, études post-bac, voilà, ces années-là n'ont pas été forcément toutes roses, en tout cas pour moi. Ouais. Est-ce qu'on peut rentrer du coup un peu plus en détail justement dans cette période Ouais. adolescence, études ? Qu'est-ce qui fait que ça manquait de sens ? Qu'est-ce qui n'allait pas ? Bah écoute, je peux pas dire que j'étais pas gâtée par la vie dans le sens où j'avais une famille aimante, des amis. J'ai rencontré assez jeune mon mari actuel. Enfin voilà, j'ai eu de la chance dans la vie, tu vois. Mais c'était plus intérieurement beaucoup d'anxiété, un besoin énorme de contrôle. Et en fait, être un peu dans une sensation de survie au quotidien, tellement le monde me faisait peur. Donc j'étais dans l'hyper-contrôle pour essayer de tenir bon, entre guillemets. Donc c'est quelque chose que je m'inventais, entre guillemets, enfin, tu sais, que je ressentis de cette façon-là. Donc c'était très compliqué au quotidien, comme je te disais, beaucoup d'anxiété, hyper-contrôle, etc. Et, Attends, je me permets de et te couper. ouais, vas-y. L'anxiété, en général, on dit toujours que ça vient en général d'un choc traumatique, etc. Il y a eu quelque chose dans ton enfance qui a généré cette anxiété ? Tu as réussi à identifier ou c'est Pas pas forcément, je le évident ? vois plus comme un processus. Par exemple, tu vois, j'ai quitté mes parents à 17 ans je suis née en fin d'année, donc j'ai eu mon bac à 17 ans. Et à 17 ans, j'ai changé de ville pour avoir mon logement étudiant, etc. Et c'est des petits événements comme ça de la vie qui te propulsent dans la vie adulte. Puis t'es pas forcément toujours prête, donc tu te sens un peu paralysée par les événements, t'es lancée dans la vie. Donc je pense que c'est juste un manque de confiance à ce moment-là ou vraiment des événements un peu impressionnants qui en fait que j'ai vécu peut-être comme ça. Donc il y a pas, je te dirais pas qu'il y a un événement particulier,
mais c'est plus quelque chose de manière générale, une peur, une anxiété. Alors peut-être qu'il y a d'autres choses enfouies qui viennent encore plus loin. J'ai travaillé là-dessus aussi, mais en tout cas, c'est plus ouais, quelque chose de manière générale, je pense, sur l'évolution de la vie, puis le passage à l'âge adulte à ce moment-là. Ouais. Non, ça me parle, moi aussi, le passage à l'âge adulte et le quitter le cocon familial. Ouais. Je l'ai très mal vécu. Et Je ouais, voilà. je sais pas si c'est une question de maturité, de manque de préparation, mais Ouais. on se prend un peu une vague de, on est sous l'aile, il peut rien nous arriver, on n'a pas besoin de réfléchir, on rentre, le dîner il est fait, on se pose dans un canapé. Ouais. D'un coup on se retrouve seul avec cette sensation de responsabilisation qui, C'est ça. comme toi, moi j'ai eu Ouais. une période un peu anxiété à fond, de d'où je suis maître de ma vie, quoi. Mhm. Ouais, c'est ça. Bah, tu me comprends un petit peu. Je pense qu'il y avait de ça. Alors, c'est peut-être pas les seules choses, tu vois. J'aurais peut-être jamais la réponse exacte. Mais en tout cas, il y a eu de ça. Mais malgré tout, j'avais toujours cette flamme. Je me souviens, je parlais à mes copines. Elles restaient dans la ville où j'étais née, où on était au lycée ensemble. Et je leur disais, bah, moi, je vais partir dans une autre ville pour mes études, etc. Et en fait, il y avait ce côté de conquérir le monde déjà qui était en moi. Et je me disais, ah, je suis trop fière. Je vais avoir mon propre logement, etc. Sauf qu'on n'est pas forcément préparé à la réalité. Donc, sur le papier, j'adorais ça, mais je pense que ça n'a pas été si simple de se retrouver seule et surtout d'avoir une vie différente de tout le reste. Alors, par contre, je dis ça, tu sais, je suis partie à même pas 1 heure de chez moi. C'était vraiment, Surtout quand on c'était est vraiment jeune. voilà, quand on est jeune, c'est beaucoup. Mais j'avais déjà du coup une vie différente de mon entourage proche. Et on en reparlera après, mais avec l'expatriation, c'est ça fois 1000. Mais voilà, du coup, c'est un peu ça le contexte, je te dirais, où ça a été le plus dur, ou s'il y avait des choses sous-jacentes avant, ça a été là où ça s'est vraiment intensifié. Donc, je te dirais aussi pour résumer dans quel état d'esprit j'étais, c'est que comme j'étais dans l'hyper-contrôle comme ça, j'étais coupée de mon corps, de mes propres besoins. Je n'arrivais pas à identifier de quoi j'avais besoin. J'étais complètement à l'extérieur de moi-même, si je peux dire. Donc ça peut aller jusqu'à se dire bah comment je vais me nourrir, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que j'aime. Tu sais, j'étais plus du tout connectée à moi-même. Donc ça a été très compliqué après de remonter la pente, mais j'étais tellement dans cet état-là que j'étais plus connectée à moi-même, si je peux dire ça comme ça. C'est exactement ça. Ouais. Mais t'en avais conscience à ce moment-là ou ça t'as pris conscience après coup? Ah non, j'en ai pris conscience après, ouais. Ouais, ouais. Parce que là, j'étais un peu tête dans le guidon, comme je te disais, et je savais pas du tout ce que je faisais, en fait. C'est ça. Quand est-ce qu'elle est arrivée justement cette prise de conscience? Parce que quand on a conscience de son problème, on y reste, on se dit, ah, Ouais. un sacré bon moment. Quand est-ce qu'elle est arrivée cette prise de conscience de, oh, faut que les choses changent? Là, je suis dans l'hyper-contrôle, il y a quelque chose je suis pas dans mon Ouais. corps. Bah, c'est à force de vivre aussi des moments, tu sais, tout ce qui est événements familiaux ou événements en communauté. Après, j'ai rencontré mon mari, donc ça m'a ouvert d'autres perspectives, d'autres rencontres, etc. Et je me sentais toujours à côté de mes pompes ou porter un masque. Je me sentais très mal en fait. Donc, quand tu es mal avec les autres, au bout d'un moment, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai? Donc, c'est la première fois que tu te poses la question. Puis après, tu creuses et c'est un très long cheminement. Mais je pense que c'est surtout ces sensations de mal-être dans des événements de vie courant en fait. C'est ça qui m'a alertée. Je me suis dit, je suis jamais bien, je suis toujours mal à l'aise, etc. Donc ça m'a alertée à ce moment-là. Ouais. C'est ça. Et à partir du moment que tu as eu cette prise de conscience, c'était quoi la prochaine étape que tu as faite qui t'a permis d'avancer? Ouais. Alors la prochaine étape a été plus de consulter tout simplement. Donc j'ai vu notamment, alors j'ai vu plein de corps de métiers différents ces 15 dernières années, mais la première chose a été une sophrologue qui m'a aidé justement à prendre du recul, à faire des respirations, de la visualisation, etc. Ça a été vraiment un un gros gap pour moi. Enfin, ça m'a vraiment aidé, sauf que ça règle pas tout. Et après, bah, quand j'étais étudiante, justement, je suis allée dans des services gratuits en fait pour des centres d'aide, et j'ai fait une demande pour consulter une psychologue. Donc là, j'ai attendu 6 mois, mais au final, j'ai vu ma psychologue. Donc tu sais, je me suis aussi débrouillée toute seule parce que j'en ai pas forcément parlé autour de moi, tu vois. Aller voir une psy, peut-être j'aurais pu en parler et dire voilà, j'ai besoin de voir une psy. Et puis mes parents ou autres auraient pu m'aider. Moi, je suis allée dans ma ville, au centre communautaire, je sais plus quoi, pour faire me mettre sur liste d'attente pour voir une psy pour régler mes choses à moi. Donc Ça ne parlait voilà. pas du tout à tes parents, c'est ça?
Non, c'est ça. Bah, la sophrologie, je crois que c'était eux qui m'avaient proposé ça. Donc j'avais quand même dit, bah voilà, ça va pas super bien. Enfin voilà, très très vague. Moi, je savais pas mettre des mots non plus, tu vois. Je savais pas ce que j'avais, donc c'était dur aussi de l'expliquer. Donc donc c'est ça. J'ai cheminé moi-même. Je suis allée chercher des compétences à droite à gauche pour au moins parler, tu vois, juste parler pour comprendre, pour essayer d'aller mieux, tout ça. C'est tout simplement. Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé à justement remonter cette pente et te reconnecter à toi? C'est se te faire accompagner? Est-ce que dans l'accompagnement, il y a un truc particulier? C'est tout simplement de prendre action, d'en parler. Puis après, je te dirais, ce qui m'a vraiment sauvée, c'est qu'au-delà de ça, à côté dans la vie, bah, comme je disais, j'ai rencontré mon mari. Après, j'ai fondé ma famille. Je suis maman, etc. Donc, c'est des événements qui quand même te portent vers le haut. T'as un sens, le sens de ta vie prend une toute autre dimension. Tu grandis, tu deviens justement adulte. Donc, tu arrives aussi à prendre le pour, le contre des choses, à revoir tes priorités. Donc, je pense aussi c'est tout la vie qui évolue qui m'a aussi portée heureusement. Donc, ça n'empêche pas qu'au fond de moi, j'avais toujours des choses à régler, mais au moins, tu sais, j'avais la tête hors de l'eau et ça m'a toujours poussée à avancer. Donc, c'est vraiment ça, je pense, qui m'a aidée. En plus d'en parler, ça m'a tiré vers le haut, la vie qui avançait Ouais, dans le sens. l'entourage Ouais. Mhm. C'est ça. et comment s'est passée la suite? Parce que du coup, là, on était à 1-2. Je pense qu'on est arrivé peut-être à 5 quand tu as Ouais. commencé à travailler sur toi. Comment on fait pour en arriver à 10? Une fois qu'on a fait, on va dire, la base, comment on fait pour aller vraiment chercher le positif et avoir Ouais. du sens dans Ouais. sa vie? Bah, je te dirais que le prochain projet qui a vraiment propulsé un peu ma vie, ça a été l'expatriation. Donc avec mon mari, donc on a eu mon enfant là qui a 7 ans aujourd'hui, il est né. Puis quelques mois après, une petite année après, on est parti pour le Canada. Et en fait, dans ces années-là, au moment de devenir maman, etc., on s'est posé la question sur quelle vie on veut mener. Est-ce qu'on est bien ici, etc. Puis en fait, on savait, mon conjoint avait de la famille qui était ici au Canada, il y avait un oncle ici, et on savait en fait la douceur de vivre qu'il y avait ici, les opportunités professionnelles qu'on pouvait avoir, les mentalités, la culture, vraiment la douceur de vivre. Et en fait, on s'est dit, on va le tester parce que ça nous attire. Il y a l'accès à la nature aussi, on avait envie de plus de nature. Un équilibre vie pro, vie famille quand même possible. Et en fait, on l'a testé. Et depuis qu'on est installé, bah, tu vois, aujourd'hui, ça fait 6 ans. On est franco-canadien, donc ça a été une réussite. Mais c'est vraiment de tout quitter, de prendre. Alors, c'est beaucoup de concessions, c'est pas facile. Mais en fait, voilà, ça a été une grosse action, une grosse étape en fait dans la quête de sens, dans la création de sa vie. Donc ça a tout changé. Le fait de changer de pays, même si c'est loin d'être facile, parce que la petite parenthèse, c'est que quand tu t'expatries comme ça, au départ, c'est tout beau, tout neuf. Tu dis waouh, je me réinvente, je suis dans un nouveau pays. Ça, tu dis je mets derrière moi tous mes soucis, je suis une nouvelle femme, etc. Tu sais, c'est vraiment génial pour cette énergie au départ. Sauf qu'après, le soufflet redescend au bout de quelques semaines, quelques mois. Et en fait, pour moi, en tout cas, à ce moment-là, ça a été finalement, t'as enlevé toutes les fioritures, tout ton petit confort que t'avais dans ton pays natal. Et en fait, t'es face à toi-même. Il n'y a plus que tes soucis. Si t'avais des soucis, ben tu les prends en pleine face. Si tu te regardes dans le miroir, tu fais bon, ben il te reste plus que ton bagage. C'était ça que. Donc moi, je l'ai vécu comme ça. Et là, j'ai continué de cheminer. J'ai consulté aussi beaucoup de corps de métier ici différents, que ce soit parce qu'en fait mon anxiété avait un fort impact aussi sur l'alimentation. Donc j'ai vu des médecins en nutrition, j'ai vu des psychologues, j'ai fait justement des techniques de relaxation, je me suis mis au yoga, etc. Et vraiment, ce qui a été la cerise sur le gâteau pour terminer ce cheminement et comment dire, de me réconcilier avec moi-même et d'apprendre à me connaître, ça a été l'hypnothérapie. Ça a vraiment, comme je dis, la cerise sur le gâteau, ça a vraiment tout réglé. Travailler avec le subconscient, etc. J'ai pu vraiment être moi-même, reconnecter avec moi-même, mon essence profonde. Et là, c'est pour ça que j'en suis aussi à 10 là aujourd'hui. C'est que j'ai cheminé grâce à ces corps de métier ici. En fait, en arrivant au Canada, j'avais plus le choix que de m'occuper vraiment de moi, d'aller au bout des choses et de régler mes soucis intérieurs, si je peux dire. Donc c'est ça. Ça a été vraiment l'expatriation m'a propulsé
là-dedans, dans ce mieux-être en fait, dans En ce fait, tu cheminement. forcé en fait à vraiment attaquer le fond des problèmes, c'est ça? Ouais, exactement. Donc grosse opportunité. Donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que une expatriation, c'est quand même un gros projet. Je suppose que vous n'êtes pas réveillé du jour au lendemain en mode allez, viens, on fait nos bagages. Non. Qu'est-ce qui vous a permis de passer à l'action? Parce que c'est le passage à l'action qui est plus. En ce moment où on décide, allez, on y va. Ça, en Ouais. tête, des conseils que tu pourrais donner à ceux qui hésitent parce que peur de l'inconnu, est-ce que vraiment ça va nous plaire, etc. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à passer à l'action? Bah déjà, ça a mis effectivement 5 années. Là, quand je l'ai raconté, on dirait que c'est rapide, mais ça a mis 5 ans avant qu'on puisse partir parce que d'abord tu te renseignes, tu te dis est-ce que c'est un désir, est-ce que c'est un fantasme, est-ce que ça fait du sens, pas du sens. Donc tu chemines en fait sur cette idée-là. Tu fais tiens, pourquoi pas, oui, non, on pose le pour, le contre. Et je pense que mon conjoint comme moi, on avait envie de vivre une belle vie parce que finalement, bah, on construisait notre vie à deux, puis on avait envie d'avoir le meilleur. Après, on a eu notre fils, donc c'était encore plus valable de se dire quelle vie on veut. Peut-être qu'il y avait des frustrations aussi dans nos vies à l'époque, etc. Donc, je pense que il n'y a pas eu comment dire, un momentum qui a fait aller, on passe à l'action, ça a été en fait très naturel parce que comme mon conjoint avait un oncle ici, ça nous fait déjà un pied à terre, puis on commence étape par étape. En fait, je pense que c'est ça le meilleur conseil avant de prendre une grosse action comme ça, c'est d'y aller étape par étape, de faire un mini step, un premier pas. Par exemple, nous, ça a été de partir en vacances en 2011 au Canada pour aller voir le fameux oncle sur place, de vivre son quotidien avec lui, d'aller faire, comme on dit ici, l'épicerie, etc. Enfin, vraiment se plonger dans son quotidien, visiter le pays. Donc au moins, ça te fait une première approche. Puis après, tu rentres et tu dis, bon, alors, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi les ressentis? Donc on a essayé de partir par différents moyens, trouver un emploi, etc. Ça marchait pas. Donc nous, on a avancé dans nos vies et finalement, quand mon fils est né, quelques mois après, on a eu 2 propositions de travail à 2 jours d'intervalle. Donc bon, là, c'est le moment en fait. C'était le moment. Donc, c'est ça. Si j'avais un conseil à donner, c'est d'y aller étape par étape, faire des petites actions avant de faire la grosse. Et puis après, je pense que de toute façon, si l'envie, si la conviction, elle est au fond de soi, on est poussé à l'action à un moment donné. Et moi, ce que je commence à comprendre avec le recul sur mon parcours, c'est que j'adore me lancer dans le vide, prendre action. En fait, j'ai peur, j'ai tout le temps peur, mais quand je prends action, ça casse un peu cette peur-là et ça me donne plein d'espoir. Et c'est comme ça que je vis. De toute façon, on en reparlera après, si tu veux, avec l'entrepreneuriat. Ça a été la même chose. C'est un saut dans le vide et je me sens vivante et je me sens bien quand je saute dans le vide parce que je vais à la quête justement de cette vie que je veux. Je casse le moment présent. J'adore ça. C'est génial, parce que surtout, ça montre que on a beau avoir un passé anxieux, hyper contrôle, ça n'empêche pas finalement d'aimer l'inconnu, d'aimer d'oser se lancer et d'y aller, quoi. Donc C'est c'est ça. très inspirant. Tu penses d'ailleurs que tu aurais pu faire ce switch et autant aimer le vide si tu n'avais pas fait ce travail sur toi, justement par rapport à ton anxiété? Alors c'est une bonne question, mais comme je te disais tout à l'heure, quand tu vois, quand j'ai quitté le domicile familial à 17 ans, là, euh, j'avais au fond de moi ce truc de partir à l'aventure. Donc je pense que j'ai un goût, quelque chose initialement, le goût d'aller de l'avant comme ça, de me jeter, même si j'ai peur, parce que sur le principe, je veux le meilleur, parce que je suis déterminée en fait. Donc je pense que j'ai cette détermination-là au fond de moi. Mais c'est certain que le processus que j'ai fait, ça aide en fait, parce que notamment pour l'entrepreneuriat, tu vois, j'avais la confiance en soi, je savais aller la chercher dans des domaines que je maîtrisais, genre bien travailler à l'école, etc. Tu sais, je trouvais confiance, je me donnais à fond, je maîtrisais. Mais en fait, l'estime de soi, c'est bien différent. Et tu vois, si tu m'avais dit il y a 15 ans que j'allais entreprendre, devenir entrepreneur, créer mon agence, gérer mon business, je t'aurais dit, mais jamais de la vie. Je suis quelqu'un de plus renfermé, qui subit un peu le monde, qui sait même pas se comprendre soi-même. Enfin, jamais j'aurais eu les épaules et la confiance et l'estime pour me sentir légitime dans le fait d'entreprendre, quoi, d'entreprendre seul. Et en fait, je pense que voilà, le processus te mène à un moment donné où tu fais des actions là et tu te rends compte qu'en fait, tu as vraiment cheminé parce qu'avant, j'aurais pas fait ces choses-là. Donc tout ça pour dire que tout ce que j'ai entrepris comme démarche pour aller mieux, ça a forcément aidé à ces prises d'action.
Donc je pense que c'est un tout. Donc j'ai quelque chose au fond de moi, mais là, le cheminement a aidé à passer à l'action aussi, je pense. Ok. Et, et d'ailleurs, tu as des prises de conscience qui ont réussi à te faire augmenter ton estime de toi, que tu pourrais partager à ceux qui nous écoutent et qui justement n'ont pas ou peu d'estime en eux et qui pourraient leur faire gagner un peu de temps sur comment prendre Ouais. confiance en soi, comment augmenter son estime. Ouais, tu vois, moi, je pense que l'élément principal qui m'a aidé, c'est tout simplement d'être plus bienveillante avec moi-même parce que pendant longtemps, ma faible estime de moi, c'était vraiment parce que j'étais dans le jugement. C'est que, mais qu'est-ce que c'est que ces pensées? Pourquoi je suis comme ci, comme ça? J'étais en conflit, en fait, avec moi-même. J'étais un conflit ambulant avec tout ce que je ressentais, tout ce que je pouvais dire, etc. Donc, en fait, quand tu vis, je sais pas, un repas de famille ou un événement où tu es complètement dans le mal-être et tu as l'impression d'être la seule à être dans cet état-là, qu'est-ce que tu fais après? Tu culpabilises. Une fois que tu es seule, tu as juste envie de pleurer. Tu fais, mais c'est quoi mon problème en fait? Donc c'est dur de s'estimer quand tu ne comprends pas tes comportements et que tu es choqué un peu de la façon dont tu vis tout ça. Donc c'est compliqué l'estime de soi. Mais après, j'ai compris déjà à conscientiser mes pensées, mes actions, déjà conscientiser qu'est-ce qui se passe, puis essayer de les comprendre. Et surtout, même si tu les comprends pas, c'est de dire, OK, tu ressens des choses peut-être pour une raison que tu ne sais pas aujourd'hui, mais c'est permets-toi de souffler, tu sais, de te sentir bien, de te faire du bien sur le moment avec autre chose. Va marcher, fais quelque chose pour toi, en fait. Je pense que l'estime de soi, elle s'est reconstruite déjà en faisant la paix avec moi-même, parce qu'au départ, tu sais, t'es comme une inconnue pour toi-même, quoi. Donc, je pense que le meilleur conseil, quand même, c'est bienveillance et accepter un petit peu ce qu'on vit, ce qu'on ressent. On n'est pas une mauvaise personne ou une folle ou tout ce que vous voulez. Mais c'est ça, je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidé à déjà faire la paix avec moi-même pour m'estimer un peu plus. Parce qu'au départ, je me jugeais beaucoup. C'est ça la clé. Ouais. Et c'est vrai que moi, si je reprends cette période aussi où j'étais très anxieuse, dépression, etc. Donc déjà, on prend conscience que c'est OK, on n'est pas fou, on est juste comme tout le monde avec des hauts et des bas et qu'on n'a pas besoin de rajouter une couche supplémentaire au fait qu'on est nul et du coup, en plus, je suis nul de penser que je suis nul et puis du coup, je C'est suis ça. encore plus nul. Euh, le moment où on arrête cette spirale infernale et qu'on se dit, OK, tout le monde a des moments de haut, tout le monde a des moments de bas, tout le monde foire de temps en temps, c'est OK. Ça enlève déjà un sacré poids. Et après, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est aussi finalement se faire du bien, c'est-à-dire faire des actions qui nous font du bien et pas rester, je sais pas moi, dans son lit à se torturer l'esprit et à se dire qu'on est trop nul, quoi. Ouais, exactement ça. Complètement aligné. J'ai une autre question, du coup, je voulais être sûre de bien comprendre. Quand vous êtes partis au Canada, vous aviez tous les deux un CDI, en fait, c'est ça? Oui, ouais, on avait tous les deux un CDI. Ouais. Ok. Donc, ouais, vas-y. Et qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu es en CDI au Canada, tu as déjà pas mal de changements, et un jour, tu te dis, allez, je plaque tout, je vais faire un autre saut dans le vide, je me lance dans l'entrepreneuriat. Ça a été quoi le déclic? Oui, alors déjà, je pense que comme j'étais en cheminement ici, j'avais ce besoin d'accomplissement. Parce que comme je sortais un peu la tête de l'eau de tous mes problèmes, entre guillemets, j'avais ce besoin de dire, bah voilà, maintenant que je suis moi-même, maintenant que je me suis trouvée, entre guillemets, qu'est-ce que je veux faire? Et j'avais ce besoin de m'accomplir davantage, d'avoir un impact, une mission, de faire quelque chose. Puis 2020, évidemment, Covid, donc ça aide à la réflexion. Beaucoup de personnes se sentent en question, qu'est-ce que je veux vraiment? On a eu le temps de réfléchir. Et à ce moment-là, je m'ennuyais un petit peu dans ma job aussi, donc je me suis dit tiens, freelance en fait, enfin essayer de tester en fait qu'est-ce que je suis capable de faire toute seule. J'ai 10 ans d'expérience en agence marketing, je sais faire des choses et si j'essayais, donc j'ai monté mon petit site internet. Enfin voilà, j'ai commencé vraiment à mon niveau, voir comment ça se passait. Et en fait, j'ai vu la chose prendre petit à petit, à développer mon activité. Pas de quoi lâcher un CDI au départ. Mais ça m'a plu, en fait. J'ai senti qu'est-ce que ça faisait vraiment de gérer ses propres missions, etc. Et ça a été grandissant. Donc, je pense que c'est cette quête de faire les choses à ma façon. Après avoir travaillé sous contrat pendant des années, tu dis, tiens, et si j'avais mes propres règles, mes propres clients aussi, c'est ça qui est hyper important. Donc, je pense que la quête d'accomplissement a été vraiment importante à ce moment-là. Et en fait, comme mon business prenait bien, un jour, j'ai été vraiment mise sur le fait accompli où soit je reste là, je fais les deux, mais je fais mal les deux. Je fais mal mon emploi et je fais mal mon activité parce que je suis surchargée. J'ai eu des gros
des grosses périodes à la limite du burn-out à gérer 2 activités. Mais voilà, je me suis donné les moyens pour justement me permettre de lâcher un emploi parce que financièrement derrière j'avais développé quelque chose de stable qui permettait de nous faire vivre parce que comme bah tu sais on est une famille, je voulais pas que ça empiète jamais sur notre qualité de vie à nous. Donc ça m'a forcé à voilà à faire ce qu'il faut pour que mon activité décolle. Et puis un jour ou l'autre, bah c'est ce nouveau saut dans le vide qui s'offre à moi. Genre ok, il y a une zone de risque, j'ai pas un revenu stable, mais je pense que je sentais la mayonnaise monter là, c'était vraiment en pleine croissance. Je dis je sens l'opportunité, si je lâche pas d'un côté, j'arriverai pas à développer l'autre. Et là j'ai démissionné et je me suis sentie comme en expatriation d'être aux rênes de sa vie et de provoquer la chance, de provoquer tout ce que tu veux accomplir, quoi. Donc j'ai adoré ça, démissionner. Je l'ai fait 2 fois dans ma vie, justement, une pour m'expatrier au Canada et une pour entreprendre. Et c'est l'une des prises d'action qui était les plus significative pour moi parce que tu fais en plus quelque chose qui est jugé comme très risqué, tu sais, dans les mentalités CDI, emploi stable, tu bouges pas d'ici, t'es stable, c'est la sécurité. Bah là, non, go, on prend action et on quitte son emploi et on vole de ses propres ailes. Donc ça s'est vraiment passé comme ça. C'est cette quête d'accomplissement et de sens. Ouais. C'est ultra inspirant. Et justement, pour ceux qui hésitent à quitter leur CDI, qu'est-ce qui... Alors, toi, ouais, tu avais quand même sécurisé Ouais. la suite. C'est ça, finalement, ouais, ton déclic, ça a été de te dire, je peux vivre de mon activité et je peux quitter mon CDI, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que si j'avais pas eu cette sécurité financière, je ne pense pas que je l'aurais fait. Pas si facilement. En tout cas, j'aurais peut-être trouvé d'autres moyens, mais là, comme j'étais pas seule, tu sais, il y avait un enjeu familial derrière. C'était hors de question pour moi de prendre un risque comme ça, mais c'était un beau challenge parce qu'il fallait que, c'est ça, se sécuriser en fait en parallèle. Donc, Ouais. je pense que le meilleur contexte dans une situation similaire à la mienne, bah, c'est vraiment de monter un projet en parallèle, en fait, de se donner pour que ça prenne vie. Et puis, un jour ou l'autre, on arrive à lâcher. C'est sûr que quand on lâche, pareil, il y a une zone de risque. J'étais pas développée comme aujourd'hui au moment où j'ai lâché mon emploi, mais c'est une question de croire en soi aussi, de croire en sa bonne étoile. C'est un peu bisounours ce que je dis, mais c'est comme ça que je fonctionne aussi. Donc, quand tu y crois, tu fais les actions qu'il faut. Donc, c'est ça qui est important, je pense. S'écouter aussi. Si c'est plus fort que vous, si c'est au fond de vous, faut y aller. Sinon, on fait jamais rien. Donc, si on y croit, on va y arriver. Donc, ça. C'est un super beau message et j'aimerais revenir sur cette partie du coup où tu as 2 emplois. Tu as ton side project entrepreneurial et ton CDI et un enfant en emploi supplémentaire. Comment tu as fait pour justement gérer ton temps, gérer ton organisation? Parce que j'accompagne beaucoup de personnes à la reconversion et un frein qui vient tout le temps, c'est mais waouh, ma vie de famille, un job, comment je vais faire pour concilier tout ça, quoi. Oui. C'est une bonne question. Comme je t'ai dit, j'ai eu des périodes un peu burn-out, mais parce que je pense qu'il y avait le Covid aussi, donc on faisait pas grand-chose. Donc dès que j'avais un instant, les soirées, tout ça, j'étais dans le business numéro 2. Ça n'a pas été forcément très positif parce que j'étais submergée en fait. Donc forcément, il y a eu des périodes où j'étais pas très patiente à la maison. Enfin, ça n'a pas été tout rose, hein. Franchement, je suis pas un exemple. Par contre, je pense que j'ai une force due à mon parcours, c'est que je suis ma priorité, mais vraiment numéro un. Donc, si quand je me lève, tu sais, je veux un vrai petit déjeuner, je vais aller marcher, je suis très sportive, je vais aller courir et tout, ça va être ça avant tout. Donc, ça me laisse jamais me laisser déborder par la pression parce que je vais évacuer ou je vais justement me faire du bien quand je me lève parce que je suis ma priorité. Alors oui, j'ai des enfants, donc quand je me lève, bah ça peut être la guerre le matin, mais une fois que l'enfant est à l'école, bah tu sais, je pourrais me dire ok, je mets la pression, je cours devant mon ordi puis je bouge pas de là jusque 18 heures par exemple. Chose impossible ici parce que les fins de journée sont beaucoup plus tôt. Euh, mais non, je prends le temps pour moi et en fait, ça me permet de rester sereine, inspirée, nourrie intérieurement et en fait, ça, je le tire de mon parcours. Je pense que c'est l'une des clés. Ça paraît contre-productif parce qu'on en a plein de choses à faire. Donc, si je prends du temps pour moi, j'en ai encore moins. Mais en fait, tu gagnes en efficacité, en clarté d'esprit. Tu as tout à gagner en fait dans ta journée si tu prends soin de toi. Même si c'est 20 minutes, tu sais, si je mets une vidéo YouTube de yoga ou de pilates le matin de 15 minutes parfois parce que
je suis pressée, je me mets la pression quand même, je suis pas parfaite. Bah, tu sais, le 15 minutes, il va me faire vraiment du bien à grande échelle sur ma journée, quoi. Donc, ça paraît contre-productif, mais franchement, ça a été de prendre soin de moi dans ce chaos, comme tu dis, quand on regarde sur le papier 2 emplois, un enfant, t'es expatrié, t'as pas d'aide de la famille ni quoi que ce soit. Bah ouais, c'est ça. En fait, je pense que je m'en suis toujours sortie parce que je fais attention à moi. Sinon, je serais sous l'eau et j'irais pas bien. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas des périodes où j'allais pas bien, mais en tout cas, c'est pour moi, ça a été la clé. Ça a été de me prioriser. Génial comme conseil. C'est vrai que c'est pas le conseil auquel on a le plus l'habitude d'entendre. Non, On parle de gérer un set project, on est oui, il faut organiser son temps. Moi, la première, en général, je donne les conseils de passer moins de temps sur son job actuel, plus sur cette mhm. project. Mais c'est vrai qu'on oublie que la clé pour durer sur la durée, euh, c'est d'être bien dans son corps et c'est de prendre soin de Ouais, soi et d'oser prendre l'air. ah, c'est ça. Y a pas, y a, pour moi, en tout cas, c'est le truc essentiel. Ça fait lien avec mon parcours, hein, comme j'ai expliqué. C'est aujourd'hui, je peux pas faire marche arrière, je peux pas me négliger, sinon, tu sais, ça va pas. Et je sais ce qui m'attend. Donc, c'est numéro un, c'est ça, c'est de garder la tête sur les épaules, rester inspiré, savoir pourquoi on le fait, puis tu sais, de dire ça va aller. Puis si en fait, c'est de gérer aussi sa frustration. C'est quand je dois aller chercher mon fils à l'école et que, bah, tu sais, ici, c'est assez tôt, même s'il y a des systèmes de garde et tout, on a une certaine qualité de vie où, tu sais, on soupe aussi plus tôt, à 17h30, 18h. Donc, à 16h, je suis à l'école, etc. Tu sais, ça coupe bien l'après-midi quand même. Des fois, je suis très frustrée parce que j'aurais voulu continuer de travailler 2 heures. Alors, avant, je prenais un peu l'ordinateur le soir. Ça, des fois, ça m'arrive, mais parce que j'ai envie, parce que je le veux bien, quoi. C'est, et puis sinon, ça sera remis à demain. Et des fois, souvent, on se met la pression, mais souvent, ça peut être remis à demain le truc que t'as pas fini de faire. Donc, c'est aussi faire la paix et de se dire, bon, ok, je gère ma frustration. Là, je suis frustrée, mais je vais le réorganiser. L'organisation, comme tu as cité, est hyper importante. Je pense que s'organiser est vraiment essentiel. Et ça a été aussi un processus de voir comment faire son emploi du temps. Est-ce que je suis plus à prendre les appels le matin, l'après-midi? Avant, j'étais persuadée que le matin, j'avais mon énergie, donc il fallait que je fasse les appels le matin. Maintenant, plus jamais personne, sauf toi aujourd'hui, les 10 heures ici, jamais d'appel le matin. C'est là où je sois focus et je suis hyper productive. Mais ça, on l'apprend en entrepreneuriat, en connaissance de soi. Après, tu fais un agenda sur mesure qui te convient. Comme ça, les moments où tu bosses, c'est les moments où tu es efficace, tu es productif. Donc ça, c'est clair, ça peut aider bien s'organiser et bien se connaître pour savoir comment être le plus efficace possible. Ouais, Ouais, on en revient toujours à ce point de connaissance de soi qui est ultra important et je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est la base pour avoir une vie pleine de sens et qui nous correspond finalement, c'est se connaître. ça. Euh, Avant de te quitter, j'aimerais bien qu'on parle un peu du Canada, de l'expatriation au Canada. C'est un pays qui, alors du coup, c'est ultra égoïste, hein, mais m'attire un peu. Mhm. Et du coup, c'est comment la vie au Canada? Parce que tu dois faire un comparatif France-Canada. Alors, ta vision, bien évidemment, ce serait quoi? Oui, alors écoute, de manière générale, c'est assez cliché, mais ici, la douceur de vivre est là, la bienveillance est là. C'est une toute autre mentalité. Donc ici, j'aime bien cette expression, mais ils sont heureux d'être contents. Tu vois, il n'y a pas de gêne à être heureux, à être content, à réussir aussi. La réussite, elle n'est pas montrée du doigt ou jalousée ou quoi que ce soit. C'était une belle voiture au feu rouge, on va dire ah elle est trop bien ta voiture et puis ah merci et puis bye. Enfin tu sais c'est des exemples, mais c'est toujours dans la bienveillance ou pareil dans le métro ou dans la ville. Tu te promènes, il y a une madame qui va bien aimer ta robe, elle va dire vous avez vraiment de jolies robes et je dis merci, puis tu repars avec un sourire et ça fait juste du bien, tu vois, c'est des exemples de bienveillance comme ça. Puis après, comme tu disais, la vie de famille est beaucoup plus accessible dans le sens où le temps familial est beaucoup mis de l'avant. De manière générale, c'est le présentéisme là, le 18 heures au boulot, tu pars 5 minutes avant, on te dit t'as pris ton après-midi, ça restera le plus gros cliché, mais ça je l'ai vraiment vécu. Ben ici, ça n'existe pas, quoi. On dit, qu'est-ce que tu fous là? Va faire ta vie, en fait. Tu sais, c'est vraiment une autre approche. Mm. Ici, on te fait confiance de prime abord. Tu sais, on va pas. En France, c'est beaucoup fait tes preuves, cravache, puis après, on va te donner les responsabilités. Ici, quand je suis arrivée justement au Canada, j'avais mon fils, il y avait une garderie seulement 2 mois après disponible en septembre. J'ai trouvé un emploi en agence. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, démarre de chez toi à ton rythme, comme tu vas avec ton fils. Tu notes les heures que tu fais, on commence comme ça. Enfin, tu sais, la confiance directe, on te la donne en fait. Et après, on avise si ça va pas, mais tu sais, c'est beaucoup plus positif.
Donc, je te dirais que c'est ça. Puis l'accès à la nature aussi, ça n'a pas de prix. Là, j'habite à côté d'un lac, d'un bois. Je peux faire des balades incroyables là en sortant de chez moi et j'ai accès à plein de destinations de nature autour de moi. Et ça change la vie quand même d'être dans un bon environnement, un bel environnement. Ça change le quotidien. Et il y a un aspect que je ne pensais pas citer au début, c'était pas du tout ma motivation pour venir ici. Mais finalement, aujourd'hui, si je te disais qu'il y avait une chose qui me manquerait si je retournais en France, c'est la sécurité. La sécurité, tu la sens à tout point de vue. Quand tu laisses un colis, il y a personne qui te le prend. Tu oublies quelque chose dans la rue, tu perds quelque chose, la personne va le remettre sur le côté pour que tu le retrouves plus tard. Enfin, et puis la sécurité quand tu es seule femme et que tu rentres à 23 heures et plus en transport en commun et que t'as jamais peur, tu te retournes jamais. Tu sais, ça c'est un truc aussi tu sais, pour le futur aussi, mon fils, etc. Quand il aura un peu plus son indépendance, je suis rassurée quoi. Donc la sécurité fait beaucoup. Ouais. Et je connaissais des Canadiens, enfin des Français qui étaient au Canada, qui revenaient, alors pas en France, mais qui voulaient revenir en Europe, parce que c'est galère les médecins, etc., et qu'avec des enfants, c'est galère. Toi, tu le vis comment le côté médical avec enfants? Ouais, bah, je te dirais que c'est un système différent. Moi, ici, j'ai jamais eu de problème dans le sens où justement les enfants sont vraiment prioritaires. On est arrivé ici, on a fait une demande de médecin de famille. Un mois après, on nous a dit voilà le médecin de famille pour votre fils. Donc on a un médecin de famille. Il nous a pris aussi en tant que patient parce qu'on est les parents. Alors peut-être qu'on a eu de la chance aussi, mais en tout cas dès que c'est pour les enfants, tu vois que la place elle est faite, c'est prioritaire, etc. Donc on n'a pas eu de mauvaise expérience à date. Après, on n'a pas de problème particulier de santé aussi. C'est un système différent. On peut avoir peut-être des mauvaises expériences. J'en ai entendu 10 000 aussi, mais en tout cas, je trouve que dès lors que tu as un enfant, les portes sont grandes ouvertes. Donc, en tout cas, c'est notre expérience. Ça s'est vraiment bien passé. Ouais. Super. Eh ben, merci à toi pour ces informations. C'était ultra intéressant de connaître ton parcours, d'en savoir plus sur l'expatriation au Canada. Il y en a peut-être d'ailleurs qui nous écoutent, qui hésitent à s'expatrier au Canada, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de Français au Canada. C'est un pays Oui, assez en beaucoup, vogue. beaucoup. Euh, L'épisode, on termine toujours par une question de coaching à méditer en marchant. Et Mhm. aujourd'hui, est-ce que tu aurais une question justement que nos auditeurs pourraient se poser pour mieux se connaître? C'est un peu la thématique du jour. Euh, Est-ce que tu aurais une question comme ça qu'on pourrait inviter les auditeurs à se poser? Ben, ça va être bateau, mais juste qui je suis vraiment, qui je suis, mais plus dans le sens d'aller à la quête de qu'est-ce qui me fait du bien au quotidien, parce que je trouve qu'on est complètement décorrélé de nos besoins dans la vie effrénée qu'on mène au quotidien. Et des fois, on sait plus en fait ce qui nous fait du bien. Surtout, je pense, j'en discutais avec des amis, maman et tout, et il y a des périodes où on se sent juste être qu'une maman. Et on se dit, mais je sais même plus en fait si là je dois prendre l'air ou enfin voilà me faire du bien, faire quelque chose qui me fait plaisir. Bah en fait, je sais pas quoi faire. Tu vois, et c'est dans ces moments-là où je trouve ça dommage. Donc, peut-être se reposer la question qui je suis, puis qu'est-ce qui me fait vraiment du bien au quotidien, et de pas le perdre de vue. Moi, c'est tout bête, mais il y a un an, j'ai repris la danse parce que je me rendais compte que dans mon quotidien, il y avait tout, mais en fait, si je faisais un test de roue du bonheur ou je sais plus quoi, il y a toutes les facettes de la vie, et en fait, le côté fun, amusant n'était pas du tout là. Et j'ai repris la danse et en fait parce que j'ai fait 12 ans de danse avant et si je m'étais pas questionnée un petit peu sur qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir, bah, quand je fais de la danse, je suis pas maman, je suis pas épouse, je suis moi et en fait j'ai juste à libérer mon corps et à m'amuser. Donc vraiment se questionner sur qui on est puisqu'on a vraiment envie soi parce que des fois on passe beaucoup en second, après la famille, après le boulot, après plein de choses. Et le fil rouge, il est d'abord en nous, là. Il faut prendre soin de soi. Je leur dirai jamais assez, mais prendre soin de soi. Donc, vraiment, ouais, j'amène plus à la réflexion de se recentrer sur ses propres besoins, ses propres envies. C'est vraiment essentiel parce que derrière, les proches et tous les autres projets vont bénéficier de qui on est si on se laisse briller, entre guillemets. Donc, voilà. C'est mon mot de la fin. Une excellente question, merci à toi. Alors, ceux qui nous écoutent, restez bien jusqu'au bout pour avoir justement cette question à méditer en marchant et en musique. Et Déborah, pour ceux qui veulent te retrouver, t'envoyer des petits mots doux parce qu'ils ont bien aimé l'épisode, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Oui, alors je suis sur LinkedIn, Déborah Bassery-Hamon, on mettra les liens. Vous pouvez suivre aussi mon agence également sur Instagram, DBH Marketing Agency, on mettra le lien aussi. Donc ça c'est pour la partie pro et bien sûr je travaille qu'avec des clients liés au bien-être parce que ça fait le lien à mon parcours, donc vous pourrez voir quelques extraits de mon travail. Et par contre, s'il y en a qui sont intéressés sur l'expatriation, tout le côté plus personnel, j'ai un blog d'expatriation. Je mets plus beaucoup de billets à jour aujourd'hui, mais j'ai tout un historique d'articles de blog sur toutes les réflexions que j'ai eues. Donc, j'ai beaucoup documenté ma vie ici, le quotidien et l'évolution. Donc, je fais des bilans maintenant tous les ans de la vie ici. Donc, c'est maudipancake.com. On mettra le lien aussi dans la description, mais ça c'est pour le côté plus vie perso de Français expatriés au Canada. Ah, trop bien le blog, je ne savais pas. J'ai regardé ça après. En tout cas, un grand merci à toi, Déborah, pour cet échange, de nous avoir partagé ton parcours, tes conseils. J'espère que ça va inspirer énormément de personnes, toutes les personnes qui sont anxieuses ou qui se disent, ouais, non, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi, j'ai pas les épaules pour, moi j'ai besoin de contrôle, etc. Le cheminement est possible. Si on doit retenir un truc, je pense, c'est le cheminement est possible à partir du moment où on se connaît bien, où on part de soi et du coup, bah, forcément, l'estime de soi suit par défaut. C'est ça. Merci Alexandra pour laquelle c'était vraiment génial. Ciao Déborah, à plus. Ciao, bye bye. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer comme d'habitude en marchant. Et aujourd'hui, c'est Déborah qui te pose cette question. Qu'est-ce qui te fait du bien au quotidien ?